Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire. Il s'agit de traiter du sujet « Comment déployer avec succès un programme d'amélioration continue ». C'est un sujet assez stratégique et un petit peu plus loin de l'opérationnel ou des simples chantiers, donc important et différent d'action Kaizen, d'action chantier. Alors, je vous propose de démarrer avec une très brève présentation de l'INPER, puis donc aborder le cœur de la présentation, comment déployer avec succès un programme d'amélioration continue, et nous finirons avec une séance de questions-réponses, environ 30-40 minutes en fonction de vos questions. Alors, l'INPER, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est conseil et formation pour améliorer la performance opérationnelle de nos clients, que ces clients soient du monde de l'industrie ou du monde des services, hein, du tertiaire. Le point commun à tout ça, c'est l'amélioration de la performance opérationnelle. Donc dans l'industrie, ce sera sécurité, qualité, coût, délai, implication, motivation du personnel. Et dans les services, ce sera plutôt amélioration de l'expérience vécue par le client, amélioration de la satisfaction client, amélioration des délais, du respect des délais, amélioration de l'efficacité, entre autres. Donc nous sommes 11 consultants, plutôt des gens expérimentés, avec 2 bureaux, un à Chaville et un donc près de Paris et un à Pékin. Alors nous intervenons donc dans les domaines du Lean en manufacturing, dans l'industrie, du Lean dans les fonctions tertiaires de l'entreprise, qu'elles soient industrielles ou pas, ou du Lean carrément dans les entreprises de services, télécom, hôpitaux, prestataires de transport, etc. Nous intervenons aussi sur l'amélioration des processus informatiques. Nous sommes loin d'être des spécialistes informatiques. En revanche, nous sommes des spécialistes de l'amélioration des processus. Donc, dans l'informatique, il y a des processus de développement logiciel ou bien de production, exploitation, d'installation. Nous travaillons aussi dans tout ce qui est magasin, distribution, plateforme logistique, grande distribution, et également en supply chain pour faire en sorte que 2 usines se livrent avec un minimum de stock dans les 2 usines, un minimum de coût de transport entre les 2 usines et un maximum de taux de service de l'usine fournisseur vers l'usine cliente. Donc au hasard pour nos amis belges, de l'usine TCC à l'usine LAF. Lean, développement et industrialisation. Comment faire en sorte que le développement produit se passe de manière plus efficace, avec moins de délais, avec moins d'aléas dans le projet. Et enfin, une offre de formation au Lean, qui s'appelle l'INPER Academy. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de l'INPER, donc on va attaquer le cœur du sujet, qui est comment déployer avec succès un programme d'amélioration continue. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Très bien. Alors, lorsqu'on applique le Lean, aussi bien dans l'industriel, et on verra dans la page d'après dans les services, le résultat est toujours le même. On a justement d'excellents résultats. Là, par exemple, vous avez la hausse du taux de rendement synthétique d'une installation en quelques semaines. Et encore, on n'est pas au résultat final, puisque le final est de viser à peu près une quinzaine de points d'amélioration dans le TRS. Alors, en manufacturing, ça donne des résultats, le Lean. Sur les processus tertiaires aussi, donc dans la page 8, l'exemple donné, il s'agit du processus de clôture d'exploitation financière. Mais ça pourrait être le processus de recrutement, ça pourrait être le processus projet, un processus projet donné, ça pourrait être un processus de développement produit, n'importe quel processus administratif avec un enchaînement d'opérations.
Alors ici, donc, on a gagné, en travaillant avec le Lean, sur ce processus de clôture financière mensuelle, 24 à 33% de la charge globale et 30 à 40% du délai de clôture, hein, en fonction des pilotes. Et ce qu'on a gagné aussi, qui est un gain qualitatif, mais intéressant pour les équipes, pour le moral des équipes, c'est un gain en sérénité, un gain en justesse des chiffres, un gain moins de risque d'erreur. Alors donc le Lean, ça marche en manufacturing et sur des processus tertiaires ou de service. Et là on arrive à la page 9, donc, mais parfois en fait les résultats s'essoufflent. Alors il y a Jérôme qui me dit je n'entends rien, il faut qu'il regarde s'il peut augmenter le son de son ordinateur. Les résultats peuvent être amenés à s'essouffler en fait. Hein. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est pourquoi les résultats s'essoufflent. Alors, il peut y avoir plein de causes différentes. Première des causes, les priorités du management ne sont pas en phase avec ces améliorations. Autrement dit, soit on a choisi le mauvais sujet, soit le management n'est pas complètement en phase avec ce genre de pratique. Ça arrive aussi. Deuxième possibilité, les ressources sont insuffisantes en quantité ou en expertise, ou même encore en crédibilité, pour maintenir l'amélioration. Et Jérôme, je ne sais pas quoi faire, les autres entendent, essayez de voir si vous pouvez régler votre son. En ce qui concerne les autres, ça a l'air de fonctionner. Je vois Jérôme qui m'envoie des petits messages. Donc, une autre cause d'essoufflement, hein, c'est le manque de ressources pour maintenir ou le manque de relais pris avec le management local. Autre possibilité, le changement n'est pas compris ou n'est pas piloté par le top management ou par le management intermédiaire. Autrement dit, très vite, le management s'en désintéresse et par conséquent, les bonnes habitudes vont se perdre. Autre possibilité, qui peut être plus ou moins liée à la précédente, les actions Lean mises en place sont déconnectées des enjeux business et des objectifs de direction. Par exemple, les enjeux business, c'est d'arriver à livrer ses clients avec un meilleur taux de service, donc approcher les 95% ou les 100%, alors qu'on est sur un chantier 5S. Donc il n'y a pas forcément connexion entre les actions Lean et les enjeux business, de sorte que la direction n'est pas forcément très impliquée. Il peut y avoir aussi le fait que le top management n'est pas convaincu. Ça nous arrive de temps en temps, voire même donne des messages contraires. Moi, je me souviens d'un directeur général allemand qui m'a dit « I want to see the link between Lean and my PNL ». Autrement dit, il ne voyait pas totalement le lien entre le Lean et son compte de résultat. Bien entendu, le Lean, s'il améliore le compte de résultat, il améliore aussi d'autres indicateurs qui se voient plus ou moins directement sur le compte de résultat. Je parle des mètres carrés, je parle des investissements, je parle de la sécurité, je parle de la qualité. Autre cause classique d'essoufflement des résultats, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de prise de relais par l'encadrement opérationnel. Ça, c'est très important de s'assurer à l'issue du chantier ou d'une action d'amélioration que l'encadrement opérationnel, c'est-à-dire les chefs d'équipe, les superviseurs, les responsables de production, prennent le relais de l'amélioration, maintiennent les bonnes habitudes, les standards, l'organisation qui a été mise en place par un chantier. Faute de quoi, on chute. L'encadrement de premier niveau et intermédiaire ne comprend pas et bloque. Donc ça arrive aussi. Ça remet en cause certaines prérogatives, ça peut être amené
à demander d'autres choses, à demander à l'encadrement de premier niveau de jouer un autre rôle. Et donc, ça peut ne pas bien se passer si l'encadrement de premier niveau n'a pas été préparé. Évidemment, quand on associe le Lean à une perte d'emploi et un plan social, ça marche rarement. Donc, il faut le faire. Si le Lean permet de gagner des postes, ce qui est absolument indispensable, c'est de décorréler des éventuels gains financiers avec des gains opérationnels, de faire de manière intelligente et socialement acceptable. Et il y a plein de solutions pour ça. Il y a rapatrier de la sous-traitance, il y a être dans une activité en croissance, ou être capable de déplacer certaines personnes sur des activités démarrantes. Autre cause d'essoufflement, un turnover dans l'encadrement avec un nouveau management non formé au Lean. Et par conséquent, il risque de ne pas avoir les bons réflexes ou le bon comportement. Bon, c'est pas une liste exhaustive, mais ça fait déjà beaucoup. Alors, donc, face à tout ça, on se rend compte que des activités isolées d'amélioration peuvent donner des résultats à court terme, mais ont besoin d'être englobés dans un processus, dans un dispositif un peu plus global, un dispositif coordonné de déploiement d'un programme d'amélioration continue. Alors, ça nous amène à la page 10. Donc, le slide est un petit peu compliqué, mais je vais essayer de vous le détailler de manière simple. Si vous avez moyen de mettre le micro sur mute. Quand on démarre un programme d'amélioration continue, il y a besoin de travailler avec le haut de l'organisation, avec les top managers, c'est la partie rouge et le haut de ce slide. Pourquoi faire? Pour mesurer l'écart de performance, pour préparer le changement à venir et installer toute une mécanique, tout un dispositif d'amélioration de la performance au travers de fixation d'objectifs, au travers de revues de performance. Donc ça, c'est la partie haute. Sur la partie basse, on va travailler avec les opérationnels, donc avec les opérateurs, avec les contremaîtres, chefs d'équipe, superviseurs, pour faire des actions locales et puis montrer que ça marche. On va travailler aussi avec le middle management pour former et communiquer sur qu'est-ce qu'on va changer, pourquoi on change et vers quoi on va, et donner quelques idées sur les outils qu'on va utiliser sur la partie formation. Alors, donc quand on déploie un programme d'amélioration continue, on va travailler sur les trois branches, rouge, rose et jaune à la fois, qui correspondent aux trois strates de l'organisation. Et on ne va pas faire la même chose avec chacune des strates. Avec le top management, on va travailler pour établir un diagnostic, pour se comparer avec des benchmarks du secteur, pour quelque part mesurer la situation actuelle par rapport à la concurrence, par rapport aux meilleurs, par rapport aux bonnes pratiques. On va aussi communiquer sur les thèmes, pourquoi changer, qu'est-ce qu'on va changer, quelle est la vision, vers où on va, et quelque part commencer à faire le lien entre le chemin vers lequel on veut aller, le potentiel d'amélioration qu'il y a dans l'organisation, et puis les gaspillages et les plans d'action. Assez vite, pour pouvoir améliorer une organisation de manière rapide, on va se poser la question d'installer un réseau d'experts Lean dans l'organisation, en bonne quantité et au bon niveau.
Alors, en bonne quantité, une règle peut être, par exemple, d'installer un réseau d'experts libres qui correspond à peu près à 1% de la main-d'œuvre directe pour travailler dans l'organisation sur l'amélioration en tant que coordinateur, détenteur de la méthode et pour animer cette démarche en support de la ligne hiérarchique. Ce réseau d'experts lignes, il doit être positionné au bon niveau dans l'organisation, c'est-à-dire assez proche du décideur. Donc, si on est en usine, c'est assez proche du directeur, c'est rattaché au directeur d'usine. Si on est au niveau d'un périmètre opération ou direction industrielle, ça sera rattaché au directeur industriel. Et si on est au niveau d'une UAP, ça sera rattaché au patron du UAP. L'objectif, c'est que cette personne puisse être proche du décideur, donc du coup ait le bon niveau en termes de profil, et en même temps puisse être proche du décideur pour l'aider à atteindre ses objectifs, si on est en industriel, ses objectifs sécurité, qualité, coût délai. Si on est dans un secteur plus tertiaire, ça sera des objectifs d'expérience client, de satisfaction client, d'efficacité des équipes, de délai, de tenue de délai, etc. Donc, qu'est-ce que vont faire ces experts lignes? Eh bien, ils vont faire des chantiers. C'est sur la partie jaune en bas. Et donc, les chantiers, c'est le moyen de commencer des améliorations pour avoir des résultats rapidement, en travaillant sur le terrain avec les équipes, avec les opérationnels, les opérateurs, pour montrer que ça marche, montrer qu'on résout leurs problèmes, qu'on les écoute, et montrer au middle et au top management que ça donne des résultats en sécurité, en qualité, en productivité, sur toutes les dimensions opérationnelles. Lorsque ça c'est fait, on commence à installer une certaine crédibilité de la démarche. Alors, il peut arriver, donc on a bien entendu encore à former sur un certain nombre de thèmes. J'ai mis les plus classiques, c'est expliquer aux gens ce que c'est que la valeur ajoutée, la non-valeur ajoutée, donc les gaspillages quelque part. Avoir une autre façon d'aborder les problèmes, c'est ce que j'ai appelé résolution de problème. Ça consiste en gros en dire, quand j'ai un problème, je souhaite mettre en place une action, une contre-mesure, pour qu'il ne revienne plus jamais. Leur donner un peu de vision globale, et puis il y a d'autres sujets, standards, management visuel, indicateurs de performance, sur lesquels il faut former. En parallèle, tout en haut, il y a top grading. Alors top grading, c'est pas très agréable, mais quand vous démarrez comme ça une démarche d'amélioration, vous avez toujours 80% de l'encadrement qui va suivre, et puis il y a toujours 10 ou 20% d'irréductibles qui vont pas être capables de faire le virage culturel ou le virage dans la façon de penser ou dans la façon de manager, et du coup qui vont s'opposer à la démarche. Et en fait, si on les laisse en poste, ils font pas mal de dégâts. Donc, il n'est pas exclu que parfois, il y ait besoin une fois que les efforts de formation ont prouvé qu'ils étaient vains, de déplacer certaines personnes pour ne pas les laisser en management à continuer de passer des messages pas toujours allant dans le bon sens. C'est ce que j'ai appelé top grading en haut sur la pêche rouge. Ensuite, rapprocher le top management du terrain pour prise de confiance, on va faire en sorte que chaque top manager ait bien compris la mine d'or sur laquelle il était assis, autrement dit, ait bien compris l'ensemble des gaspillages ou des non-valeurs ajoutées qu'il pouvait y avoir dans son processus ou bien sur son terrain au sens large du terme, y compris dans le mode office et tertiaire. Il s'agit de faire prendre conscience au top management qu'il y a une part très importante de non-valeur ajoutée dans le processus ou sur le terrain. Quand je dis très important, c'est entre 50 et 90% en fonction des secteurs ou des industries. Ça ne veut pas dire qu'on gagne 50 ou 90% demain, mais ça veut dire que gagner 10 ou 20% est tout à fait accessible. Alors, une fois qu'on a fait des premiers chantiers, pêche jaune tout en bas, on va étendre ces chantiers, on va commencer à esquisser des plans d'amélioration pour un processus donné, pour un centre, une agence donnée,
ou pour un atelier donné, une ligne donnée. Hein. Et en parallèle, afin d'éviter que le soufflet retombe, on va commencer, maintenant qu'on sait qu'on peut gagner 10, 20, 30%, parfois plus, sur tous les indicateurs, on va commencer à se définir des objectifs d'amélioration. Alors, qualité, coût, délai quand on est dans l'industrie, mais ça peut être satisfaction client, respect du délai ou délai également, et efficacité quand on est dans les processus tertiaires. On va se définir des objectifs d'amélioration et les déployer du haut vers le bas de l'organisation. Autrement dit, on va demander au premier niveau d'encadrement non seulement de gérer le quotidien, mais aussi d'améliorer. Alors pourquoi cette déclinaison d'objectifs? C'est pour que tout le monde puisse participer à l'amélioration et c'est pour que l'utilisation du Lean ait un sens. Ça ne sert à rien d'utiliser le Lean si jamais on a des objectifs d'amélioration négatifs. Ou si jamais on a 1% d'amélioration à faire, il n'y a pas besoin du Lean pour ça. En revanche, si on doit faire des sauts de 15%, 20% par an, le Lean est très utile. Donc, il s'agit de tirer l'utilisation du Lean par la définition d'objectifs d'amélioration. Et en cascadant ces objectifs, depuis quelque part le patron, jusqu'au premier niveau d'encadrement, que ce soit dans l'industrie ou dans les processus tertiaires. Alors, au fur et à mesure que vont se passer et bien se passer les actions sur le terrain, en flèche jaune, va se poser la question du développement de l'implication de l'autonomie. Autrement dit, comment faire en sorte que les petits problèmes soient résolus à bas niveau, comment faire en sorte que mes équipes de bas niveau soient capables de résoudre un maximum de problèmes et soient capables de prendre plusieurs compétences, par exemple la compétence de production et la compétence de maintenance préventive niveau 1, la compétence de production et de contrôle, la compétence de production et changement de série. Et de même, dans les processus tertiaires, comment faire en sorte que les équipes sur le terrain, dans le processus, soient de plus en plus capables, autonomes ou compétentes. Lorsque des objectifs d'amélioration sont définis, flèche rouge, on va mettre en place une animation de la performance. Donc, qui peut être un comité de pilotage, avec reporting opérationnel mensuel, au cours duquel on va examiner les objectifs, examiner les indicateurs de performance, voir si ces indicateurs sont pas objectifs. En fait, on lance en prod SMP demain. Est-ce que vous pouvez savoir couper votre micro, si c'est possible? Une PC, ouais, c'est un achat. Donc la question c'est pour expliquer à tout le monde ce qu'on fait déjà, et puis ensuite définir ce qu'il y a un plan de lead, et un contrôle particulier à mettre en œuvre à la section des tests, etc. Voilà. Tu peux venir à 16h30 ou pas? Alors, est-ce que je peux demander à la personne de couper son micro? Bien sûr, à l'étage. Ok, merci. Voilà, donc mettre en place un comité de pilotage avec reporting opérationnel pour suivre l'évolution des résultats et des plans d'action. Voilà, et à un moment tout ça va se rejoindre, c'est-à-dire qu'on aura suffisamment construit le leadership du top management, qui est un peu la flèche rouge, et on aura suffisamment avancé sur le terrain, flèche jaune, pour que les plans d'action usine, les plans d'action unité de production ou les plans d'action d'un processus global et des sous-processus se rejoignent. Donc si on voulait résumer, la mise en place d'un programme d'amélioration continue, ça se fait en séquençant ces différentes phases sans en oublier. Quand on en oublie quelques-unes, ça se passe pas bien. Soit on a un frein dans l'atelier, soit on a un top management qui est complètement ailleurs et qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que ce que l'on veut déployer. Donc, évidemment, les actions Lean doivent résoudre quelque part, doivent aider les objectifs opérationnels, doivent résoudre les problèmes opérationnels. Faute de quoi, ils n'ont pas beaucoup de sens.
Je prends un exemple, si le principal problème c'est la satisfaction client, dans un processus tertiaire, c'est pas forcément le moment de faire du 5S. À moins que le 5S ait un lien direct sur la satisfaction des clients, ça peut arriver. En particulier, si le collaborateur n'arrive pas à trouver les informations que demande le client, ça peut agacer le client et effectivement, dans ce cas-là, le 5S est un bon début. Alors, pour finir, le processus budgétaire doit être lié au potentiel d'amélioration. S'il y a 10, 20, 30, 40% améliorable au niveau des différents indicateurs, le processus budgétaire ne peut pas être calé sur 3%. Bon, en la matière, j'ai pu expérimenter certains processus budgétaires où certaines fonctions présentaient des budgets en productivité négative. Vous ne voyez pas exactement l'intérêt de rester dans la salle à ce moment-là. Alors, lorsqu'on en arrive au bout des 3 flèches, il y a un certain nombre de choses qui peuvent rester à faire. Le premier, c'est de s'assurer que le processus de déploiement de politique ou le processus de vision, définition d'objectifs, plan d'action, revue de la performance, existe, se passe et dure dans le temps. S'il n'y est pas, à un moment, on va plus comprendre quel est le sens de faire du Lean, de mettre en place du Lean, s'il n'y a pas, si c'est pas pour aller vers une vision, si c'est pas pour atteindre certains objectifs. Alors, deuxième chose, les processus RH. Alors, la fonction ressources humaines ne comprend pas forcément tout de suite le rôle qu'elle peut jouer dans ce genre d'initiative. Or, elle a un rôle clé à jouer. Elle a un rôle clé à jouer d'un point de vue management de la performance des individus, d'un point de vue mise en compétence des individus, plan de formation, ou filière de mobilité, pour avoir la bonne compétence au bon endroit. Et les RH ont aussi un rôle clé à jouer dans le recrutement. Je vais vous prendre un exemple. Si vous recrutez quelqu'un dans un secteur qui ne va pas avoir une bonne compréhension du Lean et que vous le nommez patron du secteur ou du processus, il risque de tout simplement aller à l'encontre de ce qui a été fait au niveau des processus du secteur, hein. Aussi bien dans un monde industriel, je pense à des responsables de production, des directeurs du Lean, ou même des directeurs des opérations, que dans un processus tertiaire. Donc il est absolument indispensable que celui qui est patron opérationnel ait une bonne compréhension, ait eu une expérience préalable du Lean, ce qui lui permet d'apporter le bon niveau de support et de débloquer les situations et de passer les bons messages. Par le passé, j'ai connu des directeurs industriels recrutés de l'extérieur qui allaient expliquer qu'il fallait mettre des petits tas entre les machines pour améliorer la productivité. Le Lean dit l'inverse, le Lean dit pièce à pièce. Donc ça peut être assez destructeur si c'est pas bien pris en considération. Alors, lorsqu'on en est là, l'entreprise a atteint un certain niveau de maturité et à ce moment-là, les opérationnels, donc que ce soit chef d'équipe, contremaître, superviseur ou même techniciens et ingénieurs méthode, doivent être mis à contribution pour prendre en charge eux-mêmes des activités d'amélioration. Et à ce moment-là, le réseau d'experts Lean intervient simplement en support, en coaching, en accompagnement pour préparer l'activité d'amélioration avec ces gens-là, suivre l'activité avec ces gens-là, mais en tout cas, ça devient institutionnel que dans le travail de l'opérationnel, donc un chef d'équipe, superviseur, technicien méthode, ingénieur méthode, il a des activités d'amélioration à faire. Dernier point, lorsqu'on en est là aussi, on ressent le besoin de travailler sur les fonctions support pour améliorer les processus qui vont être en support de la production.
que ce soit des processus de développement et industrialisation, que ce soit des processus d'évaluation des fournisseurs, que ce soit des processus de contrôle-réception. Tous ces sujets-là ont besoin d'être mis sous contrôle afin de ne pas dégrader on va dire, ce qui a été fait en interne. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Parce que si ça va. D'accord. Donc, retenez que c'est facile d'avoir des résultats locaux. Ce qui est plus compliqué, c'est d'arriver à mettre tout ça en musique pour quelque part créer une dynamique, créer un changement culturel, créer un changement dans l'organisation et atteindre des niveaux de performance très surprenants qu'on n'aurait même pas imaginé. Alors, pour démontrer les premiers succès, c'est toujours la même recette, c'est le mode chantier ou l'atelier, si on est dans un monde tertiaire. Donc on va réunir une équipe chantier composée de l'encadrement de premier niveau, que l'on nomme pilote de l'activité, pour s'assurer d'un bon niveau de concours et de collaboration. On va prendre des opérationnels qui vivent le processus, ou bien des opérateurs, si on est dans un monde industriel. Mais en tout cas, ces gens-là, ils connaissent les problèmes, ils les vivent pas toujours bien d'ailleurs, parce qu'ils aimeraient bien qu'on leur résolve plus vite, ou tout au moins on a souvent la même remarque, mais ça fait des années que c'est comme ça et que j'en parle, mais ça n'a rien à bouger. Et puis, les services support et un expert ligne, qui soit interne ou externe, qui est animateur du groupe. Donc, il fonctionne en tandem avec le pilote. Et donc, en fonction des sujets, on va mettre en place un atelier, un chantier, qui va durer, on va dire, 3, 4, 5 jours, en fonction des thèmes à traiter, de l'étendue des sujets, avec à peu près toujours le même agenda. On commence par un peu de formation et l'observation des gaspillages sur le terrain, que ce soit dans l'industrie ou que ce soit sur un processus tertiaire. Cette observation des gaspillages va prendre plus ou moins de temps en fonction des sujets. Et assez vite, on va se mettre en mode recherche de solutions pour éliminer ces gaspillages et pour améliorer. On va mettre en place ces solutions, jour 3, on va dire, jour 2, jour 3, et on va définir une nouvelle organisation, des nouvelles façons de travailler, des nouveaux standards permettant d'être plus performants, permettant d'éliminer tous les gaspillages qu'on a pu voir avant. On va mettre en place un maximum d'actions, et pour celles qu'on n'arrivera pas à mettre en place dans l'atelier, dans le chantier, eh bien, on va rédiger le plan d'action des actions n'ayant pu être traitées, que l'on va ensuite suivre semaine après semaine après le jour 4. Et enfin, à la fin du jour 4, on débriefe avec le comité de direction ou les responsables concernés, d'une part pour les informer des changements organisationnels qui peuvent découler du chantier, et d'autre part pour qu'ils puissent comprendre ce qui s'est fait et qu'ils puissent prendre connaissance des résultats obtenus. Donc, il y a un aspect aussi pédagogique ou formation ou compréhension de ce qui s'est passé. En quelques jours, les effets sont généralement les mêmes. On a résolu la problématique du secteur. On a mis en place ou listé, enfin on essaye de mettre en place au maximum 40 actions correctives. Des fois c'est plus, hein, ça peut monter jusqu'à 80, 100. On a augmenté la performance opérationnelle de 15 à 50% pour le périmètre concerné, en fonction des sujets. Là aussi ça peut varier, mais c'est pas la peine de faire un chantier si on n'améliore pas de 15 ou 20%. Les effets, c'est qu'il y a une bonne appropriation des solutions par les opérationnels et par les opérateurs du secteur, parce que les solutions, elles viennent d'eux. Elles viennent pas des patrons, elles viennent pas des consultants ou de l'expert ligne interne, elles viennent d'eux. Et puis, derniers effets, on a le groupe qui est formé à la méthode, mais qui, quelque part, est capable de mieux voir le gaspillage. Et à l'esprit Kaizen en quelques mots, c'est essayer d'agir rapidement, sans forcément beaucoup d'investissement.
Alors, on arrive maintenant dans les différents thèmes qui étaient dans le texte du webinaire. Le premier thème, c'est comment on fait pour convaincre le top management lorsqu'il n'est pas directement convaincu. Ça peut être un sujet pour certains d'entre vous. Ce qui peut faire basculer parfois le top management, c'est se comparer sur des indicateurs opérationnels avec d'autres du même secteur ou de secteurs différents. Un grand constructeur automobile, lorsqu'il s'est comparé avec le constructeur automobile leader de cette démarche, a découvert que ce deuxième avait des ratios de plusieurs dizaines de pourcents meilleurs que les siens. Donc ça a permis quelque part d'initier, de faire bouger les lignes. Deuxième chose qui peut aider à convaincre le top management, c'est regarder l'atelier ou le processus de service tertiaire avec d'autres yeux, avec les lunettes qui permettent de voir le gaspillage. Donc pour avoir fait l'exercice un certain nombre de fois, effectivement, avec le top management, bien souvent, le top management est très surpris de cette nouvelle façon de voir l'atelier et quelque part, il prend conscience de ce qu'il n'avait pas forcément vu. Même si le concept de gaspillage est trivial, l'observation des gaspillages avec un manager qui est habitué à son secteur à le regarder différemment peut être très très intéressant. Et cette observation des gaspillages peut donner lieu derrière à la mesure du potentiel d'amélioration. Et généralement, il est de plusieurs dizaines de pourcents. Donc ça fait réfléchir le top management. Troisième façon, complémentaire, visite d'autres sites ayant déployé une démarche, d'autres sites du secteur ou d'autres secteurs. Là, il y a du pour et du contre dans les deux façons de faire. En tout cas, ça peut donner envie, donner des idées. Réaliser avec succès les premiers chantiers, la meilleure façon de quelque part convaincre le top management, c'est de lui apporter des résultats, de lui démontrer des résultats. Et il peut être intéressant aussi d'inclure le top management dans certains chantiers démonstratifs pour les faire basculer complètement. En tout cas, ça s'est fait par le passé dans un certain nombre de secteurs. Alors ça marche avec le top management, ça marche aussi avec le management intermédiaire. La formation peut aider, mais à elle seule, elle ne suffit pas. La démonstration du lien entre le lean et les besoins d'amélioration, ou entre le lean et quelque part l'amélioration de la performance, va aider à convaincre les opérationnels. Il est sûr qu'ils vont accrocher beaucoup plus de top management s'ils comprennent qu'il y a un lien complet entre leur stratégie ou leurs objectifs et puis le déploiement de cette démarche. Mais pour ça, il faut aligner les actions avec les objectifs ou les problèmes opérationnels pour que ça leur parle. Évidemment, si le hiérarchique et ou l'actionnaire est convaincu, c'est beaucoup plus facile. Ça marche rarement dans le sens inverse. C'est-à-dire que si vous avez des collaborateurs qui sont convaincus, mais le patron n'est pas convaincu, ça va faire beaucoup de malheureux. Si vous avez le patron qui est convaincu et les autres, les collaborateurs un peu moins, le rôle du patron, ça va être d'arriver à ce que ces équipes soient convaincues. Alors, autre sujet, comment associer avec succès les acteurs et développer l'appropriation. Alors, je vais vous passer une petite vidéo qui vous explique un peu comment les acteurs ont pu vivre le déploiement d'une démarche dans l'industrie.
Je n'entends pas. Je n'entends pas. Le film, ça ne va pas. Je n'entends pas le film, monsieur. Le Brésilien moyen ne sait pas écouter votre film. Ne quittez pas, on s'en occupe. Fabien, Fabien, pendant qu'il règle ton film, là. Regarde-moi, Fabien. Alors, ça devrait être résolu. Est-ce que ça va mieux? Oui. Ah, on y arrive. Voilà, donc on s'arrête là pour la vidéo. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Bon, l'idée c'était de vous faire partager la vision un petit peu de tous les échelons dans l'industrie, avec des optiques différentes, mais globalement une certaine appropriation. Alors, donc comment associer avec succès les acteurs et développer l'appropriation? Pas de surprise, la première chose à faire, c'est de mettre en place des améliorations sous forme de chantiers, d'ateliers participatifs avec les parties prenantes du sujet, avec les opérateurs. Vous voyez les slides à l'écran? Non. Ah,
excusez-moi, alors j'ai oublié de faire une petite manip. Voilà, ça devrait aller mieux là. Est-ce que vous voyez ce que je présente? Oui, oui. Ok, désolé pour ce petit problème technique. Donc, lorsque on veut développer l'appropriation, associer avec succès les acteurs, ce qui est important, c'est déjà de leur demander leur avis. Donc, autrement dit, enfin, c'est plus que demander leur avis, c'est mettre en place l'amélioration avec leurs idées. Ça veut dire qu'on les invite à des chantiers, des ateliers qui vont durer plusieurs jours, les opérationnels du process tertiaire concerné, les opérateurs, l'encadrement de premier niveau et des services supports appropriés. Et on va leur dire, on va leur faire constater les pistes d'amélioration du process, donc les gaspillages, les non-valorités, et ensuite on va leur demander d'émettre eux-mêmes des idées d'amélioration. De cette façon-là, non seulement on les aura écoutés, mais en plus ils auront eu leur mot à dire sur les solutions. Lorsqu'on ne pratique pas comme cela, la réaction est toujours la même, elle est assez négative et les gens s'insurgent contre le fait qu'ils n'ont pas été consultés. Donc c'est absolument indispensable d'améliorer avec les gens du secteur ou du processus concerné. Deuxième chose, démontrer lors de ces chantiers des résultats significatifs aussi bien d'un point de vue amélioration opérationnelle. Alors, si on est dans un processus tertiaire, ça peut être le délai, ça peut être l'efficacité, ça peut être plus de sérénité, etc. De la productivité. Et si on est sur l'expérience client aussi, si on est sur un processus industriel, c'est sécurité, qualité, productivité, etc. Donc démontrer des résultats significatifs, mais aussi montrer aux opérationnels ou opérateurs qu'on résout leurs problèmes. Donc on écoute leurs problèmes, on essaie de les résoudre en même temps. Pour nos amis belges, lorsqu'on a fait le chantier sur DK2, on a pris une quarantaine de sujets qui n'étaient pas complètement liés à la qualité, mais qui étaient indispensables pour améliorer la sécurité et certainement la productivité, qui n'étaient pas complètement dans le sujet, mais on les a pris pour écouter et faire d'une pierre deux coups. Ce qui est important pour que ça se passe bien, c'est que l'encadrement de premier niveau du processus tertiaire concerné ou de l'atelier concerné soit nommé pilote de ces chantiers. Donc pilote, ça ne veut pas dire que c'est lui qui déploie la méthode, ça veut dire que quelque part, il est responsable de la bonne mise en œuvre de tout ça. Hein. Lorsqu'ils ne sont pas nommés pilotes, ce qu'on constate, c'est qu'ils peuvent, parce qu'ils ne comprennent pas, ils peuvent être amenés à avoir une attitude moins positive vis-à-vis de ces changements. Autre condition sine qua non pour développer l'appropriation, c'est que les idées d'amélioration et les plans d'action viennent des parties prenantes. Donc, ne viennent pas du consultant, les pires solutions c'est celle du consultant, ne viennent pas de l'expert ligne interne, pareil, et viennent vraiment des opérateurs ou des opérationnels du secteur. Donc le rôle de l'expert ligne interne, ça va être de former les acteurs, s'assurer que les acteurs, quelque part, ont bien compris les dysfonctionnements, ont bien compris où était la non-valeur ajoutée et trouvent des idées pour l'éviter, cette non-valeur ajoutée. Évidemment, pour que ça se passe bien, il faut aussi que tout ça ait un sens. Donc, il faut quelque part que les gens comprennent, pour qu'ils s'approprient le changement, comprennent le sens vers où on veut aller, pourquoi on veut aller vers ce changement. Alors, on arrive page 14, donc comment faire en sorte que le management effectue un virage culturel. Donc ça y est, j'ai changé, je suis libre. C'est un sujet difficile. Alors, veuillez m'excuser, je pense que j'ai un petit plantage de PowerPoint. Voilà, ça y est. Donc, c'est un sujet qui peut être délicat. Donc, la première chose,
S'assurer que le management a compris le potentiel d'amélioration dans son champ d'activité. Bien souvent, même si le concept de gaspillage ou non-valeur ajoutée est trivial, le management n'a pas forcément compris tout le potentiel d'amélioration qu'il avait dans sa zone. Alors on fait ça plutôt avec une observation des gaspillages dans le monde industriel et parfois une VSM, mais dans le monde des processus de service, c'est plutôt une VSM généralement. Donc, Value Stream Mapping, cartographie du processus, de la chaîne de valeur. Cette VSM va avoir pour but de décrire les différentes étapes du processus et de comprendre comment on contrôle ces différentes étapes, comment elles s'enchaînent et ce qui se passe entre les étapes du processus. Par exemple, si je prends l'exemple d'un processus tertiaire, quand vous prenez l'avion, si vous faites la somme du temps pendant lequel on s'occupe de vous à l'aéroport, il y a peut-être 1 minute au comptoir d'enregistrement, une petite minute sous le portique de la sécurité et si besoin à la fouille, et même pas 30 secondes à l'embarquement pour scanner la carte d'embarquement. Donc tout ça, ça fait moins de 5 minutes, et pourtant, on doit arriver à l'aéroport 1 heure à 1 heure et demie avant le décollage. Donc c'est qu'entre deux, il y a des choses qui ne se passent pas bien. Il y a de l'attente, il y a du déplacement. Donc il y a un certain potentiel d'amélioration. Alors dans les aéroports, c'est pas facile, parce qu'il faudrait être capable de changer l'organisation de l'aéroport. Mais le passager qui va dans un aéroport, l'expérience qu'il vit, c'est à peu près l'expérience que vivent vos produits quand ils traversent vos usines. Ou l'expérience que vit le besoin client lorsqu'il passe d'un besoin exprimé, j'ai besoin d'une commande ou j'ai besoin de commander un produit, à ce besoin est effectivement satisfait, ça y est, mon produit est arrivé. Entre deux, c'est le parcours du combattant. Voilà, donc plus le management comprend ça, et plus il est à même de changer. Bon, la formation peut aider, la formation à certains outils peut aider, donc les mêmes que précédemment, VA, non VA, VSM, mais aussi résolution de problèmes. Ce qu'il y a d'intéressant dans la résolution de problèmes, c'est qu'elle permet, avec quelques outils simples, de faire en sorte que les problèmes d'hier ne deviennent pas les problèmes de demain. Donc, les éradiquer les uns après les autres pour quelque part se libérer du temps de gestion des problèmes et le réinvestir en temps d'amélioration. Donc cette formation peut participer au virage culturel du management. Bon, le management, il a besoin de comprendre pourquoi il doit changer, vers où il va, bien sûr. Il y a également le besoin, enfin, le management va mieux comprendre, va mieux adhérer à la démarche lorsqu'il fait le lien avec sa zone de responsabilité, qu'elle soit industrielle, un atelier de production, ou qu'elle soit un processus ou un bout de processus si on est dans le monde tertiaire. Donc, effectuer quelque part des revues régulières sur le terrain va aider à faire le lien, à faire le virage culturel. Et confirmer les processus. Alors, je vais faire une brève digression sur la confirmation des processus pour expliquer en quelques mots ce que c'est. Alors, vous avez page 20 à l'écran, normalement, une grille qui correspond finalement à chaque ligne de la grille correspond à quelque chose que l'encadrement doit auditer dans sa zone. Donc, la première colonne, après les couleurs, c'est qu'est-ce que je dois auditer dans ma zone. Par exemple, l'indicateur manuel est à jour et j'arrive pas à lire. L'indicateur manuel est à jour et il a été rempli par le chef d'équipe. Et dans la colonne d'après, c'est comment il doit vérifier ça. Comment on doit vérifier ça? Ben, on doit regarder sur tel et tel tableau, on doit aller à tel et tel endroit. Et les colonnes suivantes en petit correspondent à la fréquence à laquelle ça doit être fait. C'est représenté par un petit rond. Alors l'intérêt de cette confirmation de processus, c'est de faire cette confirmation de processus entre
le patron d'une zone ou d'un processus et puis en collaborateur, c'est que tous les deux aillent voir le processus ou aillent voir la zone, l'atelier, et que tous les deux développent une même compréhension sur la situation dans la zone. Et s'ils développent cette même compréhension, ils sauront clairement identifier s'il y a un problème, c'est-à-dire que le point d'audit est rouge, donc il y a quelque part un problème à résoudre, ou alors si tout va bien, si quand on audite, on trouve exactement la situation qu'il fallait qu'on trouve, auquel cas c'est vert. Et évidemment, quand c'est rouge, il y a une action à mettre en place. Donc finalement, la confirmation de processus, ça revient à aller voir quelque part une situation donnée et développer une compréhension de cette situation pour voir comment réagir. Donc si c'est fait avec son patron, ça peut être intéressant parce que on développe une vision commune et pas forcément la vision du collaborateur au départ. Donc ça peut aider à faire un changement, ça peut aider pour le changement culturel. Alors, point suivant, la mise en place d'un certain nombre de rituels de nature à installer une nouvelle culture. Ça peut être des rituels de résolution de problèmes, ça peut être des rituels de réunions quotidiennes ou de réunions hebdomadaires. Ça dépend un petit peu des activités. Si on est dans un monde industriel, ce sera plutôt quotidien, sauf si on est vraiment dans des industries très bas volume, comme le ferroviaire, l'aéronautique ou le spatial. Ou ça peut être hebdomadaire si on est plutôt dans des environnements tertiaires ou bien industriels très bas volume, les mêmes. Donc ces rituels vont être de nature à quelque part installer une nouvelle culture de parler avec des données, de la culture de l'engagement sur les délais, la culture qui permet la culture des standards, une nouvelle façon de travailler. Alors, ce qui aide aussi à faire un virage culturel, c'est le déploiement d'objectifs vers le niveau inférieur que l'on veut faire évoluer en culture. Évidemment, il faut l'aider ensuite à atteindre ses objectifs, mais le fait de déployer des objectifs ambitieux vers le niveau inférieur, ambitieux et en rapport avec le potentiel d'amélioration, c'est de nature à pousser les gens à utiliser le Lean pour les atteindre. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, si je budgétise une productivité négative, donc moins 3%, je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de faire appel aux équipes Lean. Si je budgétise 15% de productivité, là je comprends bien qu'il faut que j'utilise le Lean pour atteindre, parce que je ne vais pas y arriver sans ça. Alors, donc, déployer des objectifs sur les indicateurs opérationnels vers le niveau d'en dessous. Et ensuite, on peut cadrer par des objectifs de processus, c'est-à-dire, par exemple, mettre en place tant de standards de travail, ou mettre en place une réunion qui va bien, ou mettre en place tant de chantiers ou d'ateliers d'amélioration. En complément des objectifs plus sur le hard, plus sur des indicateurs de performance opérationnelle, comme la satisfaction client, la sécurité, le respect des délais, la productivité. Donc le déploiement d'objectifs, ça passe un message au management, c'est qu'il faut absolument qu'il opère une rupture. Alors, c'est malheureux, mais c'est comme ça, dans 20% des cas, il est nécessaire de changer le management, parce que le management en place ne va pas effectuer ce virage culturel. Je pense que certains d'entre vous, à Logbook, ont dû expérimenter ça, j'imagine. Alors, on passe à la page 15. Alors, quelles ressources internes Lean utiliser et avec quel profil? Donc, il est sauveteur secouriste du travail, ça devrait aller, non, pour ton responsable Lean. Il est bien évident que sur ce genre de fonctions, qui sont des fonctions plutôt d'experts, il y a besoin d'une certaine expertise pour pouvoir réellement apporter quelque chose. Il est important dans le recrutement de s'assurer de cette expertise. En plus des
des traits de personnalité plus soft, du type la capacité à travailler en transversal, etc. Alors, les ressources internes utilisées, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en nombre suffisant, 1% de l'effectif pour lancer une dynamique d'amélioration. Dans la plupart des cas, je crois que j'ai jamais vu d'exception, pour lancer une dynamique d'amélioration, il faut quand même un petit peu de mazout dans la chaudière au départ. Et si jamais vous avez des fonctions partagées, Lean avec autre chose, donc là j'ai tout vu, j'ai vu Lean avec industrialisation, Lean avec sécurité, Lean avec production. Le partage de fonctions est rarement, enfin j'ai vu peu de succès avec des fonctions partagées. Voilà, dès que l'usine dépasse 100 personnes, quelque part, assez vite on a besoin d'une personne à temps plein, vu l'ampleur des sujets à traiter. Dédié à 100% sur l'amélioration, c'est ce que je viens de dire. Sinon, la vitesse d'amélioration est faible, voire zéro. À chaque fois qu'on a quelqu'un pas dédié, bah, il a toujours une bonne raison pour ne pas faire. D'un profil et d'une expérience suffisante pour être attaché aux décideurs. Donc, on a cité les 3 exemples tout à l'heure de responsable d'unité de production, directeur d'usine et directeur industriel. Alors, il est bien évident que si vous avez une ressource qui est rattachée au directeur des opérations, ben, il vous en faut aussi au niveau du responsable d'unité, voire au niveau des responsables du AP. Et d'avoir un bon dialogue, un bon coaching de la personne centrale, rattachée au directeur des opérations, vis-à-vis des personnes unités, de manière à pouvoir démultiplier la vitesse d'amélioration. Alors, le rattachement au directeur, au décideur, a un certain nombre de raisons. La première, c'est d'avoir le profil nécessaire pour être crédible. La deuxième, dans certaines entreprises, elles ont même été jusqu'à dire que cet homme Lean sera le futur directeur décideur. Autrement dit, si l'homme Lean est rattaché au responsable du AP, ce sera le prochain responsable du AP. Si l'homme Lean est rattaché au responsable d'unité ou au directeur de production, ce sera le futur directeur de production. Donc ça suppose bien que le profil soit d'un bon niveau et qu'en même temps, il ait une expérience d'opérationnel, il ait une expertise Lean reconnue. Si vous avez quelqu'un qui n'a pas d'expertise Lean, finalement, l'intérêt de la fonction est quasi nul. Ou alors, il faut un programme de formation intensif, coaché par un expert Lean au-dessus en fonctionnel. En l'occurrence, ça peut être, si en ligne UAP, vous avez des gens d'un niveau qui ne sont pas des experts Lean, bah, s'il y a un expert Lean en centrale direction industrielle, bah, cet expert Lean doit passer du temps à les coacher, à les faire grandir. C'est quelqu'un qui est généralement terrain, parce que son principal travail, ça va être de changer des choses dans l'opérationnel, que ce soit dans l'usine ou sur un processus tertiaire. Donc ça doit être quelqu'un qui doit être capable d'être crédible face à des opérationnels, capable d'influencer en transversal, capable de mettre en œuvre rapidement, c'est quand même un profil où on a besoin de gens orientés action, avoir un bon relationnel parce que quelque part il faut faire changer sans avoir le lien hiérarchique, c'est pas facile. Et puis capable de challenger les opérationnels. Alors, comment piloter et entretenir la démarche afin d'éviter l'essoufflement? On l'a dit tout à l'heure, le déploiement des objectifs va quelque part créer une nouvelle marche à franchir avec les outils, avec la démarche, avec le système et par conséquent éviter qu'on s'endorme. Bien entendu, ces objectifs, s'ils sont liés au processus budgétaire,
ça va tout de suite beaucoup mieux parce que c'est quelque part le contrat. Alors, ce qui est important, c'est qu'après chaque action lean, pour éviter l'essoufflement, on ait pu démontrer un certain nombre de résultats de performance opérationnelle. De la satisfaction client en plus, une meilleure expérience vécue par les clients, des délais plus courts. Si je suis en industriel, des stocks en moins, de la surface en plus, de la productivité machine ou main d'œuvre, de la sécurité en plus, de la qualité en plus. Alors, il y a besoin aussi, pour éviter l'essoufflement, de garder le rythme d'amélioration. Donc, ce qui est une bonne pratique, c'est d'avoir un planning, un plan de travail, un GAN finalement, annuel, avec toutes les actions d'amélioration, tous les ateliers, tous les chantiers prévus dans l'année, ou si possible, un par coordinateur ligne et par mois. Suivre lors d'un comité opérationnel mensuel l'avancement de ces différents ateliers et des gains associés. Est-ce que quelque part on a les résultats escomptés? Est-ce qu'on a fait les actions? Est-ce qu'on a tenu nos chantiers? Et est-ce qu'on a les résultats escomptés? Et si oui, très bien. Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Faire visiter les améliorations faites, réalisées donc, sur le terrain par le top management. Le top management doit s'intéresser à tout ça. S'il ne vient pas challenger les équipes, écouter ce que les équipes ont fait, montrer son intérêt sur le terrain, ça ne va pas aller bien, ça ne va pas être très productif. Lorsqu'il vient, lui faire délivrer quelques messages simples d'encouragement, mais aussi pour focaliser les équipes sur la méthode, donc l'élimination de la non-valeur ajoutée, la promotion des standards. Le rôle du management peut être de promouvoir un maximum de standards, parce que s'il sait que les standards sont mis en œuvre et appliqués, alors il aura moins de variabilité dans les résultats. Alors je vais prendre 2-3 exemples. Si dans un processus de paye, on utilise une checklist qui est finalement le standard des différentes étapes pour délivrer la paye, on a moins de chances de faire des erreurs, on a moins de chances d'oublier quelque chose. Donc c'est sécurisant pour les collaborateurs et pour le manager. De même, si dans un processus industriel, on met en place des standards de contrôle, d'autocontrôle même, eh bien les équipes de production seront elles-mêmes de décider de si les produits sont bons ou pas. Et quelque part, il y aura moins de risques de qualité. Donc la promotion des standards fait vraiment partie du travail du management pour quelque part piloter et entretenir la démarche. Alors, communiquer et former continuellement les collaborateurs. Donc, pour que les gens ne décrochent pas, qu'ils comprennent où on va, qu'ils comprennent pourquoi on y va, il y a besoin périodiquement de communiquer et de former. La formation, si elle n'est pas seule suffisante, elle aide certaines personnes à se débloquer. Elle aide certaines personnes à comprendre la puissance de la méthode. Pour être totalement transparent avec vous, quand j'avais 22-23 ans, que j'ai commencé à voir ces méthodes-là, au début, j'ai pas compris. J'étais plutôt dans une position de refus ou j'étais un peu ironique par rapport à tout ça. Et le fait d'avoir pu mieux comprendre de quoi il retournait et d'avoir surtout pratiqué, m'a vraiment fait comprendre la puissance de la méthode. Donc la formation peut aider. S'assurer d'une bonne collaboration opérationnelle expert lean. S'il n'y a pas une bonne collaboration entre les opérationnels et les experts lean, assez vite, il va y avoir un problème de maintien de la performance. L'expert lean, il doit comprendre que son travail ne s'arrête pas le dernier jour du chantier, mais qu'il a tout un travail de formation et d'accompagnement du management local. Et puis l'opérationnel, il doit comprendre que son travail ne consiste pas seulement à gérer le quotidien, mais aussi à améliorer et à maintenir les standards et l'organisation qui auront été décidés dans un chantier.
Donc cette bonne collaboration opérationnelle externe est fondamentale pour éviter l'essoufflement. Et puis, pour faire en sorte que la démarche soit pérenne, il nous faut des experts lignes qui aient un bon niveau d'expertise, autrement dit, qui connaissent bien le sujet. Lorsque les experts lignes ne connaissent pas assez bien le sujet, il peut arriver que la démarche soit moyennement crédible. Je me souviens d'un de mes experts lignes quand j'ai pris une fonction multi-usine, qui était un peu la risée de tous les gens de l'usine parce qu'il se baladait avec une clé de 5 et son rôle était de revisser tous les dynamiques et bords de ligne. Alors, toujours pour piloter et entretenir la démarche, éviter l'essoufflement, il y a besoin de valoriser les collaborateurs qui obtiennent des résultats. Donc on arrive sur la politique RH. Il y a besoin de quelque part institutionnaliser dans l'organisation que ceux qui appliquent la méthode et qui obtiennent des résultats, ils auront plus de chances d'être promus que ceux qui s'y opposent. Et définir des filières de mobilité, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. Dans certaines entreprises, elles ont été jusqu'à définir que le futur directeur, c'était l'actuel responsable. C'est vraiment, c'est ce qui permet d'être sûr que le directeur, on va dire, va passer les bons messages parce qu'il connaît le sujet et va fixer les bons objectifs parce qu'il sait jusqu'où on peut aller. Voilà, j'en ai fini avec cette petite présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, j'entends pas très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut démarrer les questions? Les copains belges. Ah. Ou les copains français moyens. Le Brésilien va écouter. Alors, qui veut démarrer? Oui, très bien. Non. Alors, cette personne a de questions? J'entends pas bien, est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro? La vidéo tantôt, on a vu Oui. la première partie. Dans la deuxième partie, c'est des choses qui sont importantes. Il faut se rapprocher du micro là, sinon j'entends rien. Ah, j'entends rien du tout. Non, il demande sur la vidéo, la deuxième partie, Oui. c'est la même que la première ou c'est deux choses intéressantes à avoir aussi dans la deuxième partie de la vidéo ou pas? Alors, dans la vidéo, vous avez une concaténation des différentes fonctions de l'entreprise, du directeur d'usine, responsable de production, superviseur, opérateur, team leader, une concaténation de pays et une concaténation d'usines. Donc, à chaque morceau de la vidéo, une fonction, une usine et un pays différent. Est-ce que c'est bon pour la réponse? Oui, merci.